Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce salon lors donc, de ce 10e anniversaire. Merci d'être présents à cette conférence durant laquelle j'aurai le plaisir donc, de vous présenter l'actualité réglementaire et normative du pôle amiante de la DGT. Bon, je ne ferai pas original, hein, ma présentation sera organisée autour de deux grands domaines. Le premier, le sujet européen, qui constitue quand même une grande part de notre activité actuellement. Donc tout d'abord, les suites de la directive de 1948-CE, la directive amiante, mais on va également évoquer les perspectives d'évolution en matière d'amiante au niveau du règlement REACH, le règlement du 18 décembre 2006, qui finalement encadre le recensement, l'évaluation, le contrôle des substances chimiques qui sont tout à la fois fabriquées, importées, commercialisées sur le marché européen, et qui prévoit une restriction en matière d'amiante, autrement dit une limitation à sa commercialisation, à son utilisation, et donc des évolutions en la matière, mais j'y reviendrai. Et puis, bien sûr, on balayera, comme d'habitude, les dossiers nationaux traités prioritairement par le pôle amiante. On retrouvera le RAT, mais pas que, puisque finalement, nous avons des dossiers en métrologie, nous avons également en décontamination, en formation à la prévention des travailleurs. Et puis, par ailleurs, je vous donnerai quelques présentations d'une campagne de mesurage que nous projetons côté DGT, mais avec le partenariat des préventeurs et des professionnels intéressés par la thématique amiante, de lancer avec plusieurs objectifs associés. Bon, je reviendrai en détail sur les 10 objectifs. Donc, les sujets européens et d'abord les suites données à la directive. On peut dire quand même que ça a été le point d'orgue de la thématique amiante de l'année dernière et son avancée la plus notable, c'est notamment l'abaissement de la VLEP européenne amiante, qui d'ailleurs est organisée en 2 temps, sans rentrer dans les détails, mais vous savez que nous avons un premier temps actuel où la VLEP passe à 10 fibres par litre, mais quelle que soit la technique analytique de l'État membre. Et ensuite, nous avons une seconde étape, fin 2029, où on aura un système dual, soit on maintient la VLEP à 10 fibres par litre, mais avec une technique analytique qui permet le décompte des fibres fines d'amiante, soit on abaisse à 2 fibres par litre. Et notez bien, ça sera un petit cocorico, que la France est à l'heure actuelle l'un des rares États membres, je n'ose dire quasiment le seul, à pouvoir tout à la fois se conformer à la VLEP amiante actuelle, mais également à celle prévue fin 2029, et ce, fort de sa décision dès 2012 de passer à la technique méta pour les mesurages en milieu professionnel. La directive a également un certain nombre d'autres avancées sur des sujets d'importance, que ce soit la réduction de l'exposition des travailleurs à l'amiante, que ce soit le renforcement des exigences pesant sur les entreprises et notamment celles qui font les activités de désamiantage, sur la fixation de lignes harmonisées en termes de formation à la prévention des travailleurs et sur un renforcement considérable d'ailleurs des mesures de protection collective et individuelle mises à disposition des travailleurs. Mais en réalité, lorsqu'on examine ça en détail et qu'on compare ça avec la réglementation française, force est de constater que ce qui est indiscutablement neuf au niveau européen est déjà inscrit, acquis dans la réglementation du travail français, et ce depuis 2012. Alors, il y a quand même quelques points qui ont appelé précision. Je pense notamment à des sujets qui avaient été inscrits dans certains considérants de la directive. Alors, les considérants, c'est des propos introductifs qui visent en fait à expliquer les motifs qui fondent les dispositions opérationnelles de la directive. Donc, ils n'ont pas force obligatoire, mais ils ont quand même une valeur importante. Et donc, 2 sujets ont conduit finalement les autorités françaises à faire une note à destination de la Commission pour donner l'interprétation qu'elle faisait de certains considérants. C'est tout d'abord le considérant numéro 10, c'est-à-dire celui qui prévoit finalement une priorisation à donner au retrait d'amiante. Ce qui est bien sûr un objectif important pour les autorités françaises, mais qui, à notre sens, doit quand même rester conditionné aux conclusions de l'évaluation des risques du donneur d'ordre, notamment par rapport à l'opérationnalité de son bâtiment, de son process, et ainsi de suite. Autre sujet, l'inscription au considérant numéro 24 d'un principe large de repérage amiante avant travaux. Alors là, on pourrait dire, bon, c'est parfait, c'est exactement le dispositif de RAT français. Oui, mais quand on regarde la rédaction, on se rend compte quand même qu'il y a une source d'ambiguïté quant à celui qui est tenu de la dite obligation. Et donc, nous sommes venus préciser que pour nous, ça ne peut peser que sur celui qui a la capacité financière, lorsque l'amiante est identifié, d'organiser en conséquence l'opération et donc de désigner l'entreprise de travaux qui a les compétences pour les réaliser. Et donc, c'est bien sûr à la charge du donneur d'ordre. Et donc, la Commission nous a répondu en avril 2024 pour nous dire qu'elle validait ces interprétations des autorités françaises. Donc, la conclusion
pour nous, c'est que cette directive est d'importance pour la protection des travailleurs européens face au risque amiante, mais pour autant, nous n'avons pas vraiment de travaux de transposition à faire puisque tout est déjà inscrit dans la réglementation du travail actuel. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire sur ce sujet. C'est simplement que notre activité s'inscrit sur une autre dimension et là, du coup, beaucoup plus stratégique. Donc, j'avais lancé un petit cocorico en disant que la France est actuellement l'un des rares, je veux dire ça, États membres à pouvoir se conformer à la VLEP européenne amiante actuelle ou prévue. Et en même temps, force est de dire qu'aujourd'hui, c'est le seul État membre à décompter les fibres fines d'amiante. Alors, bien évidemment, tous les États membres actuellement réfléchissent à la méthode à retenir pour leur mesurage en milieu professionnel, ce qui va forcément, fin 2029, déterminer la VLEP amiante à laquelle ils vont se référer. Cependant, nous constatons un certain nombre de petits discours qui commencent à se multiplier à l'heure actuelle à destination de ces États membres qui consistent finalement à vanter de prétendus avantages de la MEBA, la microscopie électronique à balayage analytique par rapport à la META, notamment le coût respectif des deux techniques, notamment le coût et la durée respective des analyses des deux méthodes. Et puis même un discours qui finalement survalorise une portée quasi totémique d'une VLEP qui serait la plus basse possible, quand bien même ce serait au détriment d'un décompte précis des fibres auxquelles sont exposés les travailleurs. Et donc côté DGT, et sur la base des recommandations que nous a formulées l'Agence sanitaire fin 2009, nous restons pour notre part convaincus que le dispositif français, qui finalement s'attache à décompter l'ensemble des fibres d'amiante identifiées comme cancérogènes, que ce soit les fines ou les longues, et donc ce sur la base d'une VLEP associée à cet enjeu analytique, qui ne peut pas forcément être aussi basse que recommandé par certains, eh bien, est finalement tout aussi protecteur, si ce n'est plus protecteur, que ce qui est préconisé sous d'autres latitudes et par d'autres parties prenantes. Mais tout en disant ça, on craint pour notre part que si rien n'est fait dès à présent, si ces discours continuent à se multiplier, eh bien la France risque de se retrouver isolée fin 2029, avec des difficultés à défendre son méthode, son modèle analytique, et donc sa référence à la VLEP, aussi protecteur que soit-il ce modèle, et ce tout particulièrement alors que la directive prévoit pour fin 2029 une nouvelle réflexion collective portant sur un éventuel nouvel abaissement de la VLEP. Vous voyez bien ce qui pourrait se profiler. Et donc, pour éviter un quelconque risque de ce type, eh bien, notre objectif depuis 2024, c'est finalement de développer les démarches nécessaires pour sensibiliser l'ensemble des autres États membres sur le caractère indiscutablement pathogène des fibres fines d'amiante, car sachez-le, c'est discuté chez certains États encore à l'heure actuelle et en dépit de ce que nous connaissons, et donc sur la nécessité de les décompter au moyen de méthodes analytiques forcément exigeantes à l'instar de la META. À ce titre, nous avons, en juin 2024, participé à la conférence Asbestonomie, qui était organisée à Madrid, et nous avons également pour programme, finalement, des rencontres bilatérales avec les représentants d'autres États membres, et même, si possible, des interventions auprès de parlementaires européens. Mais à notre sens, cette démarche incitative ne peut pas fonctionner que par nous seuls. Donc, solennellement, aujourd'hui, nous vous invitons, vous tous, professionnels, préventeurs, parties prenantes de l'amiante, à vous approprier et à relayer chaque fois que possible ce discours de façon à renforcer cette démarche de sensibilisation. Autre sujet qui nous occupe dans cette thématique, c'est la participation aux travaux relatifs au guide européen sur les lignes directrices de la nouvelle directive. Donc, si vous l'avez lu attentivement, vous avez vu que dans un certain nombre de ces considérants, la directive prévoit ce guide. Donc, pour le coup, les travaux ont commencé en juillet 2024 et on a une livraison qui est programmée fin juillet 2025. Donc, vous voyez que ça va aller assez vite. Le guide n'a pas un caractère obligatoire, enfin, ce n'est pas sa vocation, mais par contre, il a pour objet d'outiller les États membres pour transposer le contenu de la directive et déterminer concrètement, efficacement, comment mettre en œuvre ces nouvelles mesures de prévention. Et donc, à ce titre, les consultants qui ont été désignés par la Commission européenne ont prévu, entre la fin octobre 2024 et la mi-décembre 2024, plusieurs ateliers qui vont porter sur des sujets d'importance comme le repérage de l'amiante, les travaux de construction et de démolition exposant à l'amiante, la mesure de l'exposition à l'amiante, donc en d'autres termes la métrologie, bref, des sujets, vous le voyez, d'importance, auxquels finalement, à notre sens, il est important d'être présent afin de faire valoir le savoir-faire et l'expertise française. Parce que très clairement, si nous n'y sommes pas, d'autres y seront et feront valoir leur point de vue.
Donc bien évidemment, les représentants du pôle amiante assisteront à ces ateliers, mais à notre sens, il ne faut pas qu'ils y aillent seuls. Et donc, sous peu, un certain nombre d'entre vous dans la salle vont être destinataires de courriels de notre part pour les inviter à s'associer à ces ateliers et à cette occasion à faire valoir le savoir-faire et l'expertise française sur la thématique amiante. Donc vous voyez que sur la directive, nous avons un certain nombre de travaux. Nous avons également un autre enjeu européen notable d'une toute autre teneur. C'est, je l'avais déjà dit, ces perspectives d'évolution des dispositions relatives à l'amiante au niveau du règlement REACH, et cette fois-ci du fait d'une initiative hollandaise qui a pris fin 2023 la forme d'un RMOA pour Risk Management Option Assessment. Alors, en bon français, c'est tout simplement une démarche à l'initiative d'un État membre qui vise à proposer de nouvelles évaluations de besoins réglementaires par rapport à une substance chimique donnée, prévue au titre du règlement REACH, et qui a pour finalité, si elle aboutit, de permettre une démarche plus formelle au niveau de l'ECHA, c'est-à-dire de l'Agence européenne des produits chimiques, pour insérer dans le règlement REACH de nouvelles mesures de gestion pour la substance, que ce soit une restriction ou même une autorisation de commercialisation ou d'utilisation. Alors, le point de départ de tout ceci, finalement, c'est le constat que font les autorités néerlandaises de la présence sur leur territoire d'amiante environnementale dans un certain nombre de biens qui sont soit importés, soit commercialisés, et ce, soit sous la forme d'une contamination, par exemple liée au transport, par exemple pour certains sables d'arasement, mais également sous la forme, finalement, d'impuretés qui sont présentes à l'état naturel dans certains minéraux. Je pense par exemple au talc, ça beaucoup d'entre vous l'auront eu à l'esprit, mais aussi à des granulats qui peuvent être commercialisés soit sous leur forme brute, soit pour devenir des matériaux de construction après une phase de transformation industrielle. Alors c'est vrai que sous notre prisme franco-français, ça peut paraître surprenant. On a tous à l'esprit le décret du 24 décembre 1996. On sait tous que ce dernier interdit la commercialisation sous quelque forme que ce soit de l'amiante et qu'il ne distingue pas entre l'amiante manufacturée et l'amiante environnementale, et pour ce dernier, que ce soit l'amiante à l'état pur, l'amiante sous forme de contaminant ou l'amiante sous forme d'impureté. Au niveau européen, c'est moins clair, en tout cas c'est moins net, puisque la Commission a précisé que la restriction du règlement REACH ne concerne que l'amiante, alors c'est la formule, délibérément ajoutée, ou si vous préférez manufacturée, à l'exclusion de l'amiante environnementale, en tout cas sous la forme de contaminants ou d'impuretés dans des minéraux. Donc il y a quand même un hiatus qui ne peut qu'interroger parce que, évidemment, l'impact sanitaire est le même, qu'il s'agisse d'amiante manufacturée ou qu'il s'agisse d'amiante environnementale. Et donc, la proposition des Hollandais, c'est finalement deux volets étroitement liés. Le premier volet, c'est tout simplement de renforcer la protection par rapport au risque amiante en élargissant la restriction de REACH à l'amiante environnementale sous forme de contaminants ou sous forme d'impuretés présents dans des minéraux à l'état naturel. Mais en même temps, parce qu'ils ont quand même peur, par ce biais-là, de générer un blocage de certains secteurs économiques. On peut penser aux carriers, on peut penser au secteur du BTP qui utilise les granulats des carriers, par exemple. Ils ont dit qu'il fallait peut-être explorer aussi un éventuel seuil de concentration massique, je pense que ça va parler à certains, seuil de concentration massique en deçà duquel, pour l'amiante environnementale, on pourrait toujours continuer à commercialiser, par exemple, et notamment des minéraux. Un peu sur le modèle de ce qui existe déjà dans REACH, pour d'autres substances cancérogènes également, cancérogènes sans seuil. Donc voilà la proposition. Donc forcément, quand on a vu ça, il y a eu une grande discussion entre administrations centrales, nous bien sûr, mais pas que nous, la DGPR, qui est l'administration centrale qui gère le règlement REACH, la DGS, bien sûr, mais aussi la DGCCRF, puisqu'elle est co-signataire du décret du 24 décembre 1996. Et à l'issue de cette réflexion collective, les autorités françaises ont indiqué qu'elles étaient vivement intéressés à l'idée d'élargir la restriction du règlement REACH à l'amiante environnementale, et tout particulièrement sous la forme d'impuretés présentes dans les minéraux. Et sur le second volet de la proposition des Hollandais, les autorités ont quand même indiqué que si c'était retenu, il fallait quand même pousser la réflexion pour déterminer un seuil de concentration massique approprié, et bien sûr aussi la doubler de réflexion sur les mesures de protection appropriées pour tout ce qui serait commercialisé en deçà du seuil de concentration massique. Et donc des réflexions à venir. Alors sachez-le, c'est maintenant élargi, ce n'est plus qu'au niveau des représentants des États membres, puisque depuis le 4 septembre 2024, les autorités néerlandaises ont mis en ligne sur le site de l'ECHA une consultation ouverte à toutes
toutes les parties prenantes, donc vous, nous, tout le monde, de façon à ce qu'ils puissent se prononcer sur ce sujet, et ce, jusqu'à la date du 16 octobre. Et donc c'est un sujet qui, nous, de notre côté, va effectivement largement nous occuper. Donc voilà pour les sujets européens. On passe aux sujets nationaux, et comme classiquement maintenant, on va commencer par le sujet du RAT. Alors on va d'abord commencer par ce qui est déjà fait. On va quand même faire état de la publication le 4 juin 2024 de l'arrêté relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans des immeubles autres que bâtis, tels que ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers. Alors, je ne vais pas m'étaler dessus, notamment parce que cet arrêté est déjà publié. Je vais quand même me permettre, parce que j'en ai parlé à 2 reprises précédemment, de partager avec vous notre grande joie d'avoir enfin réussi à faire lever les dernières réticences à l'encontre de notre dispositif de RAT de la part des représentants des collectivités territoriales, autrement dit la principale catégorie de donneurs d'ordre dans ce domaine d'activité. Et puis quand même aussi souligner que si le dispositif n'entre en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2026, c'est-à-dire le temps nécessaire pour former les opérateurs de RAT dans ce domaine, eh bien, un certain nombre de documents, d'informations, mais également de bonne maîtrise de ce dispositif sont en cours de finalisation et vont être sous peu publiés. Alors la première à ouvrir le bal, ça sera une plaquette d'informations réalisée conjointement par la DGT et l'OPP-BTP et que sous peu, nous allons publier sur la rubrique amiante du site du ministère. Mais il y a également 2 guides qui sont relatifs à la norme de référence, la NFX 46-102, qui sont en cours de finalisation de rédaction par les membres de la commission de normalisation qui ont rédigé la dite norme. Et lorsque ces guides auront été relus par l'ensemble de la commission, donc là c'est une affaire de semaines, eh bien ils seront tous 2 publiés par l'Institut des rues, des routes et des infrastructures pour la mobilité, c'est-à-dire l'IDRIM. Donc dans peu de temps, tous ces documents seront à disposition des parties prenantes. Ah, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Oui, parce qu'effectivement, j'ai parlé de ce qui existe déjà. Maintenant, il faut parler de ce qui nous reste à faire. L'étape suivante, mais c'est-à-dire l'étape finale, à savoir la publication de l'arrêté relatif au repérage de l'amiante environnementale dans les sols, roches et terrains en place. Alors, pour rester dans le domaine et me permettre de paraphraser d'aucuns, je vais me permettre de dire que pour ce dernier coup de collier de rate, eh bien, la route est droite, mais la pente est forte. Pourquoi ? D'abord parce que nous avons quand même l'obligation de travailler en interministériel sur cet arrêté. Bien sûr avec la DGITM, on l'a déjà fait pour le précédent arrêté pour les infrastructures de transport, mais aussi avec la DHUP, puisque cette dernière est compétente pour les travaux de fondation concernant la construction de bâtiments, et puis aussi avec la DGPR. Plusieurs de ces bureaux, le bureau des sols et des sous-sols, le bureau des déchets, sont particulièrement intéressés au contenu de cet arrêté. Et puis aussi parce que, après avoir fait une analyse rapide du contexte, on se rend compte quand même qu'un certain nombre de sujets doivent aussi être travaillés parallèlement à l'élaboration de cet arrêté sur le RAT amiante environnemental. Premier sujet d'importance à notre sens, il faut effectivement que soient déterminées des pratiques garantissant l'homogénéité des démarches d'investigation sur l'ensemble du territoire. Alors, bien sûr, la norme de référence est la première réponse à cela, mais à notre sens, ça passe aussi par la formation et notamment par la mise en place d'une formation de destination des formateurs des opérateurs de repérage. Et donc, à ce titre, nous avons missionné le BRGM, dont l'expertise géologique est reconnue, pour qu'il élabore ce référentiel pédagogique de formation des formateurs. Second sujet, et ça c'est en lien avec le RMOA hollandais, à notre sens, il faut développer une méthodologie pour la caractérisation de l'amiante environnementale dans les alluvions. C'est-à-dire, en fait, un ensemble de lithologies, si vous préférez, d'objets géologiques très divers, très épars, et en plus de fractions très différentes, puisqu'on va retrouver des galets, mais aussi des sables, des limons, des argiles, le tout étant commercialisé. Et en fait, le constat, c'est que ce qui existe, que ce soit les instructions de la DGPR ou que ce soit la norme NFP 94001, finalement, rien ne donne une réponse appropriée à ce cas de figure. Et donc, à ce titre-là, le Bureau des sols et des sous-sols, avec nous-mêmes, avons missionné le BRGM pour qu'il élabore un protocole en la matière. Autre point, particulièrement demandé par les professionnels, il nous faut engager une réflexion sur les mesures de protection appropriées lorsque des travaux sont réalisés sur les terres amiantées, ou d'ailleurs les roches amiantées, sur la base des recommandations existantes, mais en vue d'étoffer le dispositif réglementaire, et notamment celui du 8 avril 2013 pour les travaux en extérieur. Et enfin,
et en appui avec le bureau, le bureau de la gestion des déchets de la DGPR, il nous faut également réfléchir sur la gestion des terres amiantées lorsqu'elles sont excavées ou déplacées pour éviter de générer d'énormes stocks de déchets amiantés qui finalement iront très vite saturer l'ensemble des installations de stockage que du reste on n'a pas sur la totalité du territoire métropolitain. Et donc à ce titre-là, vous voyez bien que si effectivement l'objectif c'est d'engager les travaux dès ce second semestre, il est assez probable qu'ils vont se prolonger tout le long de l'année 2025. Donc sujet rate, mais pas que. Et donc là, on peut passer à la métrologie, en commençant par la métrologie dans l'air, et là aussi en disant 2 mots sur ce que nous avons fait en 2024. Alors, ça va être rapide. Nous avons tout d'abord publié l'arrêté du 4 juin 2024 qui modifie l'arrêté du 14 août 2012, qui, vous le savez, concerne les mesurages sur opérateurs. Je me permets de les appeler les METOP, ça parlera à tout le monde, j'espère, et qui notamment supprime à son article 3 la référence qui était faite pour la stratégie d'échantillonnage des METOP au guide GAX 46033 de 2012 et qui le remplace par la formule de document français publié par l'AFNOR et servant de guide d'application pour la norme 16000-7. Alors très clairement, s'il y avait un quelconque doute, ça désigne aujourd'hui le FDX 46033. Mais l'objectif avec une telle rédaction, c'est finalement de couvrir définitivement le domaine et d'éviter à réviser l'arrêté comme on a dû le faire cette année, dès lors que serait publié un fascicule révisé du FDX 46033 ou dès lors que serait publié un nouveau document remplaçant le FDX. Et d'ailleurs, à ce sujet, un petit mot pour dire qu'on a été interpellé d'ailleurs de tous côtés concernant la valeur juridique à donner au FDX 46033, en dépit de ce que j'avais déjà rappelé sur le sujet l'année dernière lors du précédent salon. Bon, donc je vais me permettre de le rappeler, j'espère, une dernière fois. La référence qui est donnée au FDX 46033, de façon indirecte d'ailleurs maintenant, dans l'arrêté du 14 août 2012 pour les seuls METOP, j'insiste là aussi, ne lui confère aucunement force obligatoire, mais par contre, le fait de s'y conformer emporte présomption de conformité aux exigences réglementaires telles que fixées à l'article 3 en termes de stratégie d'échantillonnage des METOP. J'insiste aussi là-dessus. On peut donc développer des pratiques propres, mais par contre, dans ce cas-là, on ne peut plus se prévaloir de la présomption de conformité que je viens de présenter. Et en plus, on doit démontrer que ces pratiques propres sont bien conformes à la norme de référence, la norme ISO, à la lumière du guide français qui lui sert de guide d'application. Donc là, j'espère que le message est bien passé pour tous. En complément, nous avons aussi révisé le question-réponse métrologie qu'on a publié le 17 juin 2024, à la fois pour prendre en considération le FDX 46033 et notamment les nombreuses évolutions qu'il apporte concernant les objectifs de mesurage dans l'air. Alors, on s'est quand même permis de ventiler explicitement entre ceux qui concernent des mesurages qui répondent à des objectifs réglementaires et qui donc sont nécessairement attendus sur une opération donnée, et ce qui, in fine, s'impose à un commanditaire, que ce soit une entreprise, un donneur d'ordre, le propriétaire d'immeubles bâtis, etc., en fonction des conclusions de son évaluation des risques. Donc ça peut dépendre en fonction de la configuration de l'opération et des conclusions de la dite évaluation. Et puis, par ailleurs, nous nous sommes attachés, on l'avait déjà annoncé, pour les METOP qui répondent à des objectifs réglementaires de mesurage, de préciser le rôle et les responsabilités de chacun, que ce soit l'entrepreneur principal, le commanditaire ou le laboratoire d'analyse, et par ailleurs également de donner une dimension plus publique, publique même, à des positions que nous avons prises au titre de notre doctrine administrative dans la métrologie dans l'air, des matériaux et aussi dans l'évaluation du niveau d'empoussièrement des processus. Bon, alors maintenant, on a vu tout ce qu'on avait fait, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire plutôt, cette fois-ci, dans le domaine des résultats d'analyse pour la recherche d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'en contenir, qui, vous le savez, est très largement dominé par l'arrêté du 1er octobre 2019, et avec un objectif à peu près commun, qui est celui de renforcer la fiabilité, l'homogénéité des résultats d'analyse. Alors, je vais d'abord commencer par un petit mot sur les travaux de normalisation que, conjointement avec la DGS, nous avons engagés à la mi-mai 2024 dans la commission X43D. Alors d'abord, le point de départ. Une note de l'ANSES du 11 octobre 2023 qui fait suite à une saisine conjointe de nos deux administrations centrales, qui elle-même fait suite à une interpellation des syndicats de laboratoire, qui interrogeait sur la pertinence d'une exigence analytique de l'arrêté du 1er octobre 2019, c'est-à-dire
j'espère que ça parlera à tous, l'exigence d'une lecture analytique en méta sur double grille pour la première portée d'accréditation. En gros, je prépare 2 grilles et j'analyse les 2 grilles pour m'assurer qu'il y a ou il n'y a pas d'amiante dans ceux que je cherche à identifier. La réponse de l'ANSES se fait en 2 temps. Premier temps, c'est de conclure au fait que cette exigence analytique n'a pas vraiment en finalité de pertinence, puisqu'elle n'améliore pas la représentativité des échantillons, elle ne m'améliore pas l'identification de l'amiante, dans le contexte d'application de l'arrêté que faisait le laboratoire, qui est rendu possible par la rédaction du dit arrêté, c'est-à-dire finalement de répartir sur les 2 grilles le nombre d'ouvertures de grilles nécessaires pour atteindre la limite de détection réglementairement prévue. Mais dans un second temps, l'ANSES souligne que tous les documents qu'il a exploités pour traiter cette saisine montrent finalement qu'il existe une grande diversité des méthodes de préparation des échantillons, tout particulièrement pour la première portée d'accréditation. Et il trace un lien également entre cette diversité de méthodes et les divergences d'interprétation qui peuvent exister d'un laboratoire à un autre sur la notion et donc sur le processus qui conduit à la conclusion de traces d'amiante, qui est un sujet qui a été soulevé par plusieurs d'entre vous par le passé. Et donc, fort de ces recommandations, nous avons décidé d'emprunter la voie de normalisation pour, avec tous les professionnels de la métrologie, mais aussi toutes les parties prenantes, finalement déterminer les moyens d'homogénéiser ces méthodes de préparation, mais aussi ce processus décisionnel qui conduit à la conclusion de traces d'amiante. Et notre objectif partagé avec la DGS, lorsque ces travaux seront terminés, c'est de rendre cette norme obligatoire via l'arrêté du 1er octobre 2019. Donc c'est un peu un travail, on va dire, à moyen terme. Mais on a un travail à court terme pour cet arrêté du 1er octobre, et même dès ce second semestre 2024, puisqu'il faut maintenant tirer les conclusions de la note de l'ANSES, et donc revenir dès ce semestre sur l'exigence analytique de méta sur double grille pour la première portée d'accréditation. Mais pas que. On a eu plusieurs remontées de terrain, j'en parlais déjà l'année dernière, concernant la recherche de l'amiante environnementale et des incertitudes qui pouvaient toucher ce sujet-là. Et donc, nous voulons insérer dans l'arrêté du 1er octobre 2019 des critères dimensionnels et morphologiques qui permettent d'affiner la distinction entre, d'un côté, les fragments de clivage et, de l'autre côté, les fibres asbestiformes. Et au niveau des fibres asbestiformes, d'affiner certaines phases analytiques pour finalement mieux distinguer la fibre d'amiante des autres PMI, et donc ce faisant de fiabiliser la conclusion de présence ou d'absence d'amiante, notamment environnementale. Alors, nous avons également des sujets un peu plus concret, entre guillemets, si je peux me permettre, concernant finalement la protection des travailleurs contre le risque d'exposition à l'amiante, sur le volet de leur décontamination, mais aussi sur le volet de leur formation à la prévention. Décontamination d'abord avec la procédure alternative à la décontamination à l'humide pour les opérations qui combinent 2 risques, le risque amiante et le risque rayonnement ionisant. Effectivement, pour ceux qui ont besoin d'un petit moment de rappel, bien effectivement, l'eau qui est habituellement l'allié privilégié des opérations portant sur l'amiante est finalement une source de problèmes pour les opérations qui se réalisent en contexte radiologique. D'abord parce que ça freine la bonne décontamination des particules radiologiques, donc il y a un risque d'exportation des pollutions, mais également ça emporte un risque d'explosion en cas de présence de sodium. Et donc, les 3 exploitants nucléaires français, EDF, Orano, CEA, se sont finalement associés et engagés sur une procédure alternative dans le cadre d'un arrêté expérimental pris par nous, l'arrêté du 9 avril 2019, et qui finalement, comme c'est montré sur le schéma, vise à mobiliser dans l'installation de décontamination un assistant qui va pulvériser un surfactant coloré sur les tenues portées par les opérateurs, de façon, entre guillemets, à piéger les particules résiduelles, tenue qui doit ensuite être enlevée avant le passage vers les autres compartiments de l'installation. Et puis, en plus, de façon à fiabiliser les conclusions de cette expérimentation, mais également à garantir la conformité à la réglementation amiante, eh bien, les exploitants ont sollicité la Cevalia pour qu'une instruction soit menée. Et sur la base des conclusions de cette instruction, finalement, la Cevalia a rendu un avis en décembre 2023 qui valide la procédure alternative en termes de décontamination. Alors attention, elle ne le fait pas comme ça avec un blanc-seing. Elle précise également que c'est quand même conditionné à un certain nombre de points de vigilance,
Alors certains sont d'évidence, mais je pense quand même qu'il faut les rappeler, c'est quand même préférable. D'abord, ça n'est possible, j'insiste, que pour les opérations qui combinent le risque amiante et le risque rayonnement ionisant, et sinon ce n'est pas possible. Et en plus, ça n'est possible que quand il y a un fondement réglementaire qui l'autorise, qui aujourd'hui n'existe plus, puisque l'arrêté du 9 avril 2019 est prescrit. Bon, déjà premier point. Mais en même temps, il y a un certain nombre de points de vigilance qui montrent qu'il faut les respecter pour garantir la reproductibilité des résultats obtenus en termes de décontamination lors de l'expérimentation. Que ce soit pour les propriétés du surfactant coloré, que ce soit les protections individuelles remises aux opérateurs et la nécessité absolue de porter une TEV, une tenue pressurisée ventilée, que ce soit la formation préalable dispensée aux opérateurs pour bien maîtriser cette procédure alternative, ou enfin le dimensionnement et l'aérolique des installations de décontamination. Donc, plusieurs points à prendre en considération dans ce travail réglementaire. Et notre conclusion côté DGT, c'est que pour le faire, on va devoir faire une révision partielle de l'arrêté du 8 avril 2013 pour introduire cette procédure alternative et puis aussi pour détailler les exigences concernant les installations de décontamination. De l'arrêté du 7 mars 2013 pour indiquer qu'un certain type de pays, surtout d'APR ou de PVR, doivent être portés pour la mise en œuvre de cette procédure alternative. Et enfin, de l'arrêté du 23 février 2012 pour insérer un module de façon à former préalablement avec recyclage à la clé les opérateurs qui mettront en œuvre cette procédure alternative. Le problème pour ce dernier arrêté, et donc pour ces avancées réglementaires, c'est qu'il fait également l'objet en parallèle des travaux que nous menons pour mettre en cohérence les dispositifs réglementaires de formation à la prévention, dont ceux amiante, et de l'autre côté, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Je l'avais déjà dit l'année dernière, ce dispositif fait de nous, DGT, pour le compte du ministère du Travail, l'organisme certificateur, c'est la formule, c'est ainsi, pour ces formations réglementaires à la prévention, de façon à pouvoir les enregistrer et les conserver au répertoire spécifique. Et vous le savez, en tout cas un certain nombre d'entre vous, c'est très important, car sans ça, pas de formation financée sur compte CPF, et lorsqu'il sera opérationnel, pas de synchronisation avec le passeport de prévention. Avec quand même, en fait, on va dire une sorte de problème originel, c'est qu'au niveau de la DGT, nous n'avons aucune compétence en termes d'ingénierie pédagogique. Et donc, du coup, depuis le départ, nous rencontrons des difficultés véritables pour nous conformer à certaines exigences mises à notre charge, et tout particulièrement, en tout cas pour l'amiante, la constitution de jurys d'évaluation indépendants. Alors, je vous rappelle les exigences. Il faut que ça soit des membres du jury distincts des formateurs, en tout cas ceux qui ont dispensé la formation, mais en plus, pour moitié au moins, des personnes extérieures à l'organisme de formation. Le tout avec des volumes d'environ 30 000 travailleurs en sous-section 3 et près de 2 millions de travailleurs en sous-section 4. Bref, on a du mal. Et la sanction, elle était tombée, certains d'entre vous s'en rappellent, l'année dernière, en avril 2023, quand, finalement, France Compétences a rayé ces formations du répertoire spécifique. Alors, nous avons réussi à les réintroduire en octobre 2023, mais uniquement pour une durée d'une année, et la période va bientôt s'achever. Alors bien évidemment, on a engagé des démarches auprès de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, de façon à ce qu'ils intercèdent auprès de France Compétences et du coup qu'ils prolongent l'inscription de ces formations au RS. Et pour démontrer notre bonne foi en la matière, on a également indiqué qu'on a l'intention ce semestre d'engager des ateliers avec la DGEFP, avec France Compétences, si possible avec l'appui de l'AFPA, pour enfin déterminer les conditions pour remplir nos obligations, et notamment pour les jurys d'évaluation. Alors, j'aimerais, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir le succès de cette démarche auprès de France Compétences, qui est un établissement public indépendant, mais je vous garantis que nous faisons tout notre possible pour que cela se fasse. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand ces ateliers vont s'ouvrir, ça sera la possibilité d'insérer le module pour la procédure alternative à la décontamination à l'humide dans l'arrêté de 2012, et aussi de capitaliser sur le rétexte de plus de 10 ans d'application de cet arrêté, notamment sur tout ce qui est opération de surveillance des OFSS 3, mais aussi sur ce qui est prérequis des formateurs, durée des formations, question du recyclage, etc., etc. Et j'en arrive au dernier sujet, qui est la campagne de mesurage dont je souhaitais vous parler. Vous dire principalement les objectifs, ou plutôt les enjeux qu'elle poursuit.
Premier enjeu, et ça fera finalement un lien avec mes premières interventions ou avec celle de Sylvie Lesterp, c'est d'avoir enfin l'ensemble des éléments nécessaires pour procéder à la révision des niveaux d'empoussièrement réglementaire de l'article R4412-98. Alors, un petit mot, vraiment rapide, hein, je pense que tout le monde le sait, mais bref, pour rappeler qu'en 2012, les niveaux d'empoussièrement réglementaire sont le fruit d'une association entre la VLEP de l'époque, 100 fibres par litre, mais également les facteurs de protection assignés des appareils à ventilation cité et à adduction d'air, 60 et 250, qui étaient issus d'une étude de l'INRS de 1996. Et en parallèle, on avait les arrêtés des 7 mars et 8 avril 2013 qui, par niveau d'empoussièrement, fixaient des prescriptions minimales de prévention, notamment en termes de pays, notamment en termes d'APR, qui, si elles étaient respectées, finalement, garantissaient de se conformer à la VLEP. Oui, mais vous savez aussi, pour pouvoir procéder à l'abaissement de la VLEP en 2015, eh bien, il a fallu finalement que l'on maintienne les niveaux d'empoussièrement réglementaire et qu'on les décorrèle de la VLEP d'un côté et des FPA, des APR de l'autre. Et depuis cette date, et faute d'avoir une indication précise et certaine sur les niveaux de performance de ces APR amiantes, finalement, on n'a pas pu modifier les prescriptions réglementaires minimales par niveau d'empoussièrement, ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de choisir un APR prévu pour le niveau d'empoussièrement réglementaire dont relève le processus ne garantit plus automatiquement le respect de la VLEP, ce qui oblige l'employeur tout à la fois à devoir parfois envisager d'aller sur une gamme supérieure d'APR, devoir le plus souvent considérer le niveau d'exposition des travailleurs, ce qu'en soi n'est pas un mal, mais bon, ne doit pas non plus être une contrainte excessive, et puis également et surtout mettre en œuvre un modèle de calcul pour tout à la fois s'assurer a priori et contrôler a posteriori du bon respect de la VLEP, et tout ceci, vous le savez, nous l'avons détaillé dans l'instruction du 16 octobre 2015. Alors évidemment, depuis cette date, on a eu plusieurs études en France, que je tiens à saluer d'ailleurs dans le cadre de ce salon, sur ce sujet du niveau de performance des APR et qui ont effectivement apporté un certain nombre d'informations précieuses sur le sujet, que ce soit l'étude APR des FPA des APR de l'INRS, la campagne SVS du CIRTA, l'étude IRSN sur des tenues issues du monde du nucléaire. Donc enseignements précieux, que ce soit sur le comportement de certains matériaux amiantés, que ce soit sur le caractère très émissif de certains processus, même qui conduisent à s'interroger sur la pertinence de garder la notion de FPA, en tout cas pour certains processus très émissifs. Mais force est de constater qu'aucune de ces études aujourd'hui, même en les combinant, n'apporte réponse à toutes nos interrogations, à toutes les hypothèses de travail issues de ces mêmes études, et que donc il y a toujours nécessité d'obtenir des informations précises sur ce sujet des niveaux de performance des APR amiantes. Ça, c'est le premier sujet. Mais le second sujet, c'est de répondre aux recommandations récentes de l'ANSES concernant la mesure des fibres courtes d'amiante, des FCA, en milieu professionnel. Donc on a deux notes récentes de l'ANSES, une de 2022, une de 2024, juillet 2024 pour la dernière. La première qui fait suite à une saisine de la DGS, qui voulait finalement une actualisation des données sur l'état sanitaire et l'exposition au FCA. Et puis la deuxième, qui est le fait de la DGT, suite à la première, pour avoir de la part de l'ANSES, on va dire, des éclaircissements sur le niveau de dangerosité des FCA en milieu professionnel. Dans les deux cas, l'ANSES répond pour dire que, comme en 2009, elle ne dispose pas d'études épidémiologiques ou toxicologiques qui établiraient avec certitude un caractère cancérogène des faits FCA similaire aux fibres longues ou aux fibres fines d'amiante. Mais en même temps, que les données disponibles montrent un effet biologique, sanitaire des fibres courtes, si ce n'est qu'on ne sait pas à ce stade le préciser. Et donc, l'ANSES demande, dans la note de 2022, d'intégrer le sujet des FCA dans les mesurages visant à la détermination des niveaux de performance des APR, ce que toutes les études déjà faites n'avaient pas nécessairement fait, mais également, via une campagne de mesurage, d'identifier des situations de travail professionnelles, donc, qui exposeraient aux dits FCA pour identifier des corps de travailleurs qu'on pourrait du coup étudier sous un angle toxicologique et, ce faisant, affiner l'évaluation de la dangerosité intrinsèque des FCA. Et pour cela, l'ANSES détaille un protocole d'échantillonnage, de prélèvement, d'analyse, tout en précisant qu'il faut procéder à une étude de sa faisabilité. Et donc c'est pour cela qu'en juillet 2024, la DGT a constitué un groupe de travail qui réunit les professionnels de l'amiante, CIRTA, CEDRE, FFB, FNTP, CAPEB, mais également les syndicats de laboratoire, AFEL, ULSB, et puis également tous les préventeurs, INRS, IRSN, CNAM, OPPBTP, pour travailler sur ces sujets,
Tous les membres se sont d'ailleurs accordés pour donner mandat à l'OPPBTP pour piloter cette campagne, fort de son retour d'expérience sur la campagne Carto-Amiante. Et donc, nous avons jusqu'à présent travaillé sur des appels à projets à destination de l'ANACT pour obtenir un financement au titre du plan de santé de travail numéro 4, parce qu'on chiffre un montant à l'heure actuelle au moins de 400 000 € pour cette campagne. Et la suite, eh bien, c'est de travailler ensemble sur les objectifs, sur les enjeux, mais surtout sur le champ d'application, avant de déterminer les aspects techniques de cette campagne. J'en ai terminé avec ma présentation, mais comme le disait Thierry, je suis maintenant à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup. D'ailleurs, on tient à vous remercier. Vous avez été encore excellent. J'ai regardé 38 minutes. Vous m'aviez dit 38 minutes. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est encore une belle performance. Je dispose de ces deux micros. Soit ils restent entre mes mains, soit vous avez envie de les utiliser. Si c'est le cas, je vous invite dès à présent à lever peut-être une main ou deux mains et savoir si vous avez des questions à poser suite à l'intervention de M. Thomas Collin. Merci. Je vous invite à bien caler le micro proche de la bouche, de bien vous présenter. Questions assez courtes, s'il vous plaît. Gilles Farco, Vive Alliance Forme Amiante. En fait, je me demandais comment les pays européens, quelle que soit la méthode META ou MEBA envisagée, comment font-ils le calcul de l'exposition en vue du respect de la VLEP de 10 ou de 2 ? Qu'est-ce qu'ils envisagent ? Est-ce que c'est semblable aux méthodes françaises ? Et par ailleurs, deuxième question, si on est déjà avec un décalage par rapport à la détection des fibres fines, ne risque-t-on pas d'avoir un décalage encore accru par rapport à l'Europe si on se met à compter les fibres courtes ? Merci pour ces questions. Alors, pour la première question, c'est effectivement un enjeu d'importance, puisque nous, on veut effectivement se préparer au futur, et le futur, c'est effectivement de s'assurer qu'une entreprise domiciliée dans un autre État membre et qui voudrait venir travailler en France et qui s'appuierait sur des métrologies internes, mais fait conformément à une réglementation nationale transposée par rapport à la directive, puisse bien montrer un niveau de protection équivalent à celui que nous souhaitons par notre réglementation avec le dispositif de la META. Donc finalement, deux éléments pour répondre à cette question-là. Le premier, c'est le guide. On a effectivement évoqué ce sujet-là. La question de l'exposition va être abordée dedans, mais finalement, principalement sous l'angle métrologique, c'est-à-dire les techniques d'analyse. On a effectivement essayé de pousser pour introduire le sujet au moins d'une réflexion sur l'équivalence. À ce stade, ça a été jugé comme trop compliqué, trop complexe par les consultants de la Commission européenne, et donc, a priori, je dis bien a priori, ça dépendra des travaux, mais le guide ne devrait pas aborder ce sujet. Maintenant, il y a également des échanges qui se font, alors pour l'instant sous un format informel, mais tout de même, entre représentants alors je dirais des États membres, mais en fait de certains États membres qui sont en fait, entre guillemets, les pilotes de la réflexion collective de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, dont fait partie la France, dans une structure qui s'appelle le GIG, mais qui finalement réunit les représentants des États membres d'un côté, les représentants des employeurs de l'autre, et les représentants des travailleurs, enfin pour terminer, chacun alimentant une réflexion qui après peut conduire sur des propositions que reformule après la Commission. Et c'est effectivement un sujet sur lequel on souhaite effectivement discuter. Alors évidemment, sous réserve de convaincre nos interlocuteurs de la pertinence. Certains le sont, d'autres moins. Encore une fois, puisqu'il y a toujours cette question sur les fibres fines, je n'ai pas perdu d'ailleurs de vue le second sujet et je l'aborderai. Mais en tout cas, c'est un souhait. Et d'ailleurs, pour compléter ma réponse, on souhaite également parler des facteurs de protection, des appareils de protection respiratoire. Car à notre sens, c'est très bien d'afficher des VLEP très basses, mais on le fait avec quel niveau de protection? Des protections respiratoires. Puisque nous avons d'un niveau finalement entre guillemets assez bas, mais en tout cas qui garantissent une forte protection, on s'interroge sur la référence qu'utilisent effectivement d'aucuns qui affichent des VLEP extrêmement basses. Sur la question des fibres courtes, on est tout à fait d'accord que si demain la France doit effectivement intégrer le sujet des fibres courtes dans le cadre de sa réglementation amiante, ça constituera effectivement une différence assez conséquente par rapport à l'état actuel réglementaire dans les autres États membres. C'est pour cela que nous avons prévu dans le cadre de cette étude, c'est précisé dans l'appel à projet de l'ANACT, que les résultats de cette étude auront vocation à être envoyés lorsqu'obtenus, non seulement à notre agence sanitaire, mais également à toutes les agences européennes, puisque l'objectif dès à présent, c'est finalement d'éviter le débat qu'on a à l'heure actuelle entre certains qui disent « mais pourquoi diable les fibres fines seraient-elles aussi cancérogènes que les fibres longues ?» chose qui pour nous est quelque peu lunaire, et de façon à ce que les résultats de l'étude menée
puisse être partagé avec tous en vue de pouvoir tous engager la même réflexion à ce niveau-là. Donc effectivement, je ne peux pas préjuger de l'attitude qu'auront l'ensemble des autres États membres, mais clairement, on s'en est rendu compte lors des travaux européens, il y a une certaine discordance. Je ne vais pas non plus parler de cacophonie, parce que quand même, on arrive à se retrouver sur un certain nombre de points avec un certain nombre d'États. Mais très clairement, il faut faire ce qu'on n'était pas forcément habitué à faire, en tout cas au niveau de la DGT, mais on apprend et on essaye de s'améliorer, à savoir clairement sensibiliser, pour ne pas dire pousser les autres vers les réflexions qui sont les nôtres. J'espère que j'ai répondu suffisamment à vos questions très précises. Merci, bonjour. Isabelle Viau, directrice des opérations du CIRTA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de planning? On a bien compris qu'il y avait une nouvelle étude qui voyait le jour. On a une réglementation de 2015, donc on arrive bientôt aux 10 ans aussi. Est-ce qu'il est envisageable que certains enseignements de cette étude puissent être mis en œuvre, je dirais, avant la conclusion, et pour combien de temps, à quel horizon se projette-t-on pour les résultats de cette campagne, donc d'une évolution réglementaire éventuelle? Alors, j'aimerais effectivement répondre. Ça serait mon souhait le plus cher. En tout cas, j'espère que l'année prochaine, je serai en mesure de pouvoir donner effectivement un rétroplanning détaillé. À ce stade, c'est difficile de se prononcer puisque nous devons justement discuter sur, et tous ensemble, s'accorder entre toutes les parties prenantes, puisque vous avez bien compris, un élément, je ne dirais pas un élément nouveau, parce qu'on l'a déjà fait, la campagne expérimentale le faisait déjà, tous les acteurs étaient là, réunis, on n'était d'ailleurs pas les seuls côté DGT à piloter la chose, mais effectivement notre objectif c'était vraiment que tous les acteurs soient associés à la démarche. Mais maintenant, il nous faut effectivement tous ensemble s'accorder sur les enjeux, sur le champ d'application, et personnellement je pense que de ces points-là découlera effectivement au moins en esquisse le rétroplanning que vous suggérez, enfin que vous espérez effectivement dans votre question. Aujourd'hui c'est difficile de m'annoncer, je pourrais toujours dire on fera des trucs en 2026, on fera des choses en 2027, mais très honnêtement, ayant déjà vécu moi l'expérience de dire une chose l'année et puis revenir l'année d'après pour redire la même chose, repousser d'une année à une autre, je préfère non pas botter en touche, mais inviter plutôt à la finalisation de ces travaux préalables du GT et à partir de là pouvoir effectivement m'avancer. Merci, Monsieur Collin. Une autre question? Oui. Dans le cadre de l'étude, est-ce qu'il y a un axe de travail sur une valeur limite spécifique aux fibres courtes? Alors, c'est une bonne question. À ce stade, l'étude sur les fibres courtes est vraiment, et c'est le terme que nous avons utilisé dans l'appel à projet, d'ordre exploratoire. C'est-à-dire que notre objectif à ce stade, c'est de répondre finalement tout à la fois à la recommandation de l'ANSES d'intégrer cette dimension dans l'étude sur les niveaux de performance des APR, l'idée étant effectivement de savoir si ces APR apportent une protection équivalente, supérieure, voire inférieure par rapport à ces fibres courtes, et après finalement d'identifier les situations professionnelles où on retrouve majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, les dites fibres courtes. Et du coup, de donner ces éléments à l'ANSES qui, finalement, nous a dit que sans ça, il n'était pas capable, en tout cas pas avec certitude, de se prononcer sur le niveau de dangerosité des fibres courtes. Je dirais que la réponse à votre question va dépendre, finalement, des travaux que mènera l'ANSES sur la base de ce qu'on lui communiquera. Et qu'effectivement, peut-être, en tout cas en milieu professionnel, on en aboutira à cela si, in fine, les éléments donnés à l'ANSES l'amènent à cette conclusion. Par contre, la question se pose aussi pour les mesures environnementales et notamment celles prévues au niveau du Code de la santé publique, où là, en 2009, le sujet était esquissé dans l'avis prononcé par l'AFSET en 2009. Mais là, je ne peux pas me prononcer à la place de la DGS et je suis obligé de renvoyer la question vers la DGS pour dire si d'aventure elle envisage cette option-là. Autre question? Oui. Bonjour, Karl Vanacker, Amium Conseil Réseau A+. Vous avez abordé les différents repérages amiantes. Quid des poussières et la recherche de poussières dans le cadre de travaux? Alors, ce sujet, effectivement, est un sujet qui a connu une certaine actualité. Je pense notamment à certains documentaires. Bon, blague à part. C'est effectivement un sujet au potentiel. Maintenant, c'est un sujet qui dépasse largement le seul champ du travail, puisque finalement, il y a également la question possible des pollutions qui découleraient, par exemple, d'une dégradation de matériaux en place, éventuellement de travaux courants, mais vraiment
sans agresser finalement la matrice. Et donc c'est quelque chose qui ne peut pas, de toutes les façons, si ça devait être lancé demain, être piloté par la seule Direction générale du travail. À ce stade, en toute transparence, il n'y a pas eu d'échange entre ministères sur la thématique. S'il devait avoir lieu, je pense qu'il devrait venir, à mon sens, l'idée n'est pas encore une fois de jeter la pierre à une administration aujourd'hui absente, mais elle devrait venir d'abord de la DGS et de la DHUP, notamment par rapport aux immeubles bâtis, notamment par rapport à certains établissements recevant du public et notamment par rapport à certains bâtiments type scolaire, pour voir effectivement s'il y a nécessité, pertinence de renforcer les éléments aujourd'hui existants pour tout ce qui est contrôle du niveau d'exposition. Concernant les travailleurs, aujourd'hui, ce n'est clairement pas une priorité envisagée par le ministère du Travail. On considère que le dispositif de métrologie dans l'air, et notamment avec l'appui de la technique META, apporte déjà un niveau suffisamment fin et précis du niveau d'exposition. Donc, ce n'est pas pour dire jamais, mais c'est pour dire que peut-être, et surtout peut-être à l'initiative, là, pour le coup, d'autres. On va passer de l'autre côté. J'ai vu madame aussi. Bonjour, Nadège Larigaudière de la FFB. J'ai deux questions. Donc, une première question, c'est par rapport donc au sujet REACH. Vous avez évoqué la date, la deadline du 16 octobre. J'ai peut-être mal entendu, je voulais confirmer avec vous ce que ça... C'est le 16 octobre, effectivement. Ça renvoie vers quoi, cette date du 16 octobre ? Donc en fait, c'est la date à laquelle les interventions des parties prenantes seront prises en considération par les autorités néerlandaises, feront l'objet d'un traitement et donneront lieu, alors je ne sais pas encore vous dire sous quel format, parce que nous-mêmes, côté pôle amiante de la DGT, on découvre pas à pas ces procédures, mais normalement devrait donner lieu à réponse. Je ne sais pas si les réponses seront affichées sur le site de l'ECA. Je ne sais pas si les réponses seront adressées aux parties prenantes, puisque de toutes les façons, le mail est demandé. Mais normalement, une réponse est bien apportée. Et passé le 16 octobre, il n'y a plus aucune garantie. Peut-être que l'information sera quand même prise en considération. Il est possible qu'elle ne soit plus traitée, puisque c'est passé la date limite. Très bien. Et deuxième question, est-ce qu'un deuxième PAIA est envisagé ? Est-ce qu'il y a une date de sortie prévisible ? Alors, un second PAIA est effectivement envisagé, d'ailleurs, mais je pense que vous l'aviez à l'esprit, et certains d'entre vous l'ont également à l'esprit, j'en avais parlé l'année dernière. Et donc, effectivement, normalement, j'avais l'ambition de venir aujourd'hui et de vous dire, voilà, le PAIA 2 est adopté, ou même à la rigueur, le PAIA 2 est en passe d'adoption. En réalité, le PAIA 2 est largement élaboré. Je ne peux pas dire finalisé, puisque finalement c'est un document vivant. D'ailleurs, il a vocation à avoir un caractère évolutif. Et finalement, on se rend compte que certaines actions que nous avions bien brossées il y a quelques mois mériteraient probablement une certaine évolution. Notamment l'affaire du RMOA hollandais, on ne l'avait pas forcément anticipé lorsqu'on a commencé à élaborer et finaliser les rédactions des actions du PAIA. Cependant, et là, pour le coup, c'est clairement une actualité politique, avant tout. Pour finaliser le PAIA sur des sujets quand même d'importance, puisqu'il est question, en tout cas c'est l'accord actuellement existant, d'une feuille de route pour 5 ans entre toute administration intéressée, donc bien sûr DGT, DGS, DGPR, DHUP, mais en plus sur certaines actions, le ministère de l'Éducation nationale, la Direction générale de l'Outre-mer, le ministère de l'Agriculture, donc vous voyez quand même qu'on brasse large, et donc il est quand même question d'une réunion interministérielle pour entériner solennellement, officiellement le sujet. Mais pour ça, il faut un gouvernement. Et donc, entre remaniement ministériel, élections législatives, élections européennes d'abord, puis élections législatives, puis remaniement, etc., eh bien, finalement, tout simplement, le calendrier ne l'a pas permis. Donc, aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de date prévue pour cette réunion interministérielle. C'est quand même bien toujours un objectif, en tout cas c'est un objectif clairement de notre ministère et je pense partagé par la plupart des autres ministères. J'espère par tous et j'ose espérer vraiment par tous. Voilà. Mais aujourd'hui je ne peux pas annoncer de date. J'aimerais bien, je ne peux même pas spoiler, je ne peux pas le dire. Déjà un gouvernement, on verra après. En face de vous, Monsieur Collin. Bonjour, Caroline Souvignon, EDF Nucléaire. J'ai une question sur l'arrêté du 4 juin 2024, donc sur le repérage sur les ouvrages de génie civil. Sur l'article 13, sur les conditions d'opposabilité en fait, des rapports qui ont été faits avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. C'est juste sur la formulation pour être sûr de bien comprendre. C'est marqué dans cet article que les repérages qui ont été réalisés donc, préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, qui ne respectent pas la méthodologie
de la norme NFX 4602 doivent donner lieu à évaluation de conformité. Ma question elle est toute simple, c'est est-ce que des rapports qui auraient été établis suivant la NFX 46/20 de 2017, avant donc la publication de la 4602, sont considérés comme satisfaisant, en fait respectant la méthodologie de repérage de la 4602 et du coup ne seraient pas soumis à évaluation de conformité? Alors, la réponse est non. Non, ce n'est pas possible, effectivement. Alors après, c'est ces rapports-là, par exemple, qui peuvent donner à évaluation pour pouvoir effectivement dire que, in fine, les lignes méthodologiques sont sensiblement les mêmes, puisque indéniablement, d'une norme à une autre, on a repris les grandes lignes méthodologiques, pour ne pas dire quasiment les lignes méthodologiques, et en tout cas l'architecture de la norme. Ce qui va différencier, c'est finalement la logique d'ensemble. La norme NFX 46/020 est une norme à logique géographique. La norme NFX 4600 est une norme à logique fonctionnelle. Donc ça peut quand même avoir une incidence aussi en termes de sondage, aussi en termes de nombre de résultats d'analyse pour certains ouvrages, pour certaines parties d'ouvrages ou composants de construction. Donc c'est ces éléments-là qui finalement méritent d'être évalués. Donc on ne ferme pas la porte en disant non, 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 tout est acheté. Non, ce n'est pas l'idée. Mais par contre, clairement, ça doit être évalué. Et donc peut-être que ça répondra. Peut-être que ça répondra pour partie qu'il faudra compléter sur certains éléments du périmètre des travaux programmés. Et peut-être que non, il faudra refaire. Dernière question, si ce n'est pas le cas, oui. Oui, bonjour, Benoît Ducrot, Bureau Veritas. Dans le cadre de la révision des arrêtés EPI MPC de 2013, j'ai bien compris que ça allait parler notamment de la décontamination en milieu radiologique. Est-ce qu'il va y avoir d'autres modifications? Et là, je pense particulièrement au document des Pays de Loire de 2020 que vous avez co-rédigé, qui indique qu'il est nécessaire de s'équiper de combinaisons, même pour des processus générant moins de 5 fibres par litre. Voilà, entre autres. Alors, merci pour la question. Juste une précision, mais c'est juste parce que je n'ai pas envie de m'attribuer un mérite. Que moi, je l'ai juste relu. Je ne l'ai pas rédigé. Maintenant, on l'a relu et effectivement, indéniablement, la marine du ministère est dessus. Donc, ça veut dire que tout ce qui est dedans est totalement validé par le ministère. En réalité, ce que vous soulignez, à mon sens, en tout cas, enfin, il faudrait peut-être une lecture un peu plus approfondie, n'a pas vocation à être reprécisé dans l'arrêté, puisque de toutes les façons, la rédaction de l'arrêté l'intègre déjà. C'est également un sujet qu'on a, du coup, reprécisé dans le question-réponse métrologie, puisqu'effectivement, d'aucuns s'interrogeaient, si j'ai des résultats inférieurs à 5 fibres par litre, est-ce que je ne dois jamais, est-ce que je suis toujours tenu de mettre en œuvre des protections individuelles et ou des protections collectives? Donc on est effectivement revenu préciser que dans cet élément-là, il y a une réflexion à avoir au titre de l'évaluation des risques pour voir simplement si le résultat obtenu ne risque pas, dans certaines configurations, d'augmenter et donc de légitimer, en tout cas d'imposer le port de protection individuelle, voire la mise en œuvre de protection collective. Mais en réalité, cette rédaction existe déjà. Vous le retrouvez aussi bien dans l'article 3 de l'arrêté du 7 mars 2013 ou dans l'article 4 de l'arrêté du 8 avril 2013. Donc aujourd'hui, en première analyse, je ne dis pas en analyse définitive, peut-être qu'il y a une réflexion plus poussée qu'il faut faire et à la lumière peut-être d'éléments que vous ou d'autres d'ailleurs pouvez nous communiquer, mais très honnêtement, j'ai le sentiment que la réglementation répond déjà à ce cas de figure. Mais à creuser le cas échéant. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Monsieur Thomas Collin de la Direction Générale du Travail. Alors,